Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la banlieue résidentielle de Charleston, où les maisons s'alignaient en rangées impeccables, la tranquillité était une valeur précieuse. C'est là que vivait Caroline Evans, une femme blanche d'une 50aine d'années, connue dans le quartier autant pour son sens du détail que pour son caractère acerbe. Caroline possédait une demeure spacieuse, décorée avec goût, entourée d'un jardin magnifiquement entretenu, symbole de son attachement à l'ordre et à la propreté. La piscine, joyau de sa propriété, scintillait sous le soleil, reflétant l'image d'un foyer parfait. Mais sous cette façade paisible, Caroline nourrissait une rancune ancienne, un ressentiment silencieux qui avait grandi au fil des ans. Elle observait ses voisins avec méfiance, surtout ceux qu'elle considérait comme différents, ceux qu'elle appelait mentalement les indésirables. Ces mots, jamais prononcés à voix haute, résonnaient pourtant dans ses pensées comme un mantra. Son voisin immédiat, Marcus Johnson, un homme noir dans la trentaine, incarnait tout ce que Caroline redoutait. Professeur d'histoire à l'université locale, Marcus avait acheté sa maison avec sa femme Lisa 5 ans plus tôt. Contrairement aux clichés, Marcus et Lisa étaient des piliers de la communauté, respectés pour leur engagement dans des actions sociales et éducatives. Ils avaient 2 enfants joyeux, issus d'un couple uni et chaleureux. Marcus, malgré les tensions visibles dans le quartier, faisait preuve d'une patience remarquable, répondant toujours avec calme aux provocations. Au début, Caroline avait toléré leur présence. Elle leur adressait parfois un salut distant, évitait les discussions, mais gardait ses distances. Puis, elle remarqua un petit détail qui attisa son irritation. Lisa, sans demander d'autorisation, venait souvent avec leurs enfants jouer près de sa piscine lorsque Caroline et sa famille étaient absents. Ce n'était ni une invitation, ni un arrangement tacite, mais une intrusion qu'elle ne pouvait pas ignorer. Au début, elle laissa passer, pensant que ce n'était qu'un oubli de la part de Lisa, ou un geste innocent. Mais cette tolérance s'effrita rapidement, remplacée par une colère sourde et une sensation d'humiliation. Comment osait-il, pensait Caroline, profiter ainsi de ce qui lui appartenait? Comment pouvait-il ainsi ignorer son droit de propriétaire? Cette colère se cristallisa un soir d'été, quand Caroline décida d'organiser une fête au bord de sa piscine. Elle avait invité plusieurs amis, des voisins fiables, comme elle aimait les qualifier, pour une soirée de détente et de convivialité. Elle avait passé la journée à préparer son jardin, nettoyer la piscine, décorer l'espace avec des guirlandes lumineuses. Mais en arrivant, elle découvrit Lisa et les enfants Johnson, insouciants, riant et plongeant dans l'eau fraîche. La vue de cette scène fut un choc. Son visage se crispa, les muscles de sa mâchoire se tendirent. Elle s'approcha d'un pas rapide, ses yeux lançant des éclairs. D'une voix forte, presque hurlante, elle exigea qu'il sorte immédiatement. Lisa, surprise et blessée, tenta de s'expliquer, arguant qu'il pensait que la piscine était libre. Mais Caroline n'écoutait plus. Ses mots se firent tranchants, froids, chargés de rancune et d'animosité. « Vous n'avez aucun droit ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. » Alerté par les cris, Marcus arriva en courant, le visage marqué par la tension. Il tenta d'apaiser la situation avec des mots mesurés, appelant au respect mutuel, à la compréhension. Mais Caroline était hors de contrôle. Elle refusa de dialoguer, son regard dur planté dans celui de Marcus. Puis, dans un accès de colère, elle lâcha des remarques racistes, accusant Marcus et sa famille de profiter sans respect, de vouloir s'approprier ce qui ne leur appartenait pas, et d'être une nuisance pour le quartier. Cette confrontation marqua un point de non-retour. La communauté fut divisée, certains soutenant Caroline, d'autres s'indignant de son comportement. Marcus et Lisa, blessés dans leur dignité, comprirent qu'ils étaient face à un mur d'intolérance, mais décidèrent de ne pas se laisser écraser. Après cette confrontation houleuse au bord de la piscine, Caroline Evans rentra chez elle le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Pourtant, au fond d'elle, une colère sourde grandissait, nourrie par un sentiment de trahison et d'humiliation. Ce lieu qui, pendant tant d'années, avait été son sanctuaire, un symbole de réussite et de contrôle, était désormais entaché par la présence de la famille Johnson. Elle ne pouvait plus supporter l'idée que Lisa et ses enfants viennent sans permission, qu'ils se baignent là où elle se considérait la seule légitime. Plus que l'utilisation même, c'était le manque de respect ou ce qu'elle percevait comme tel qui la rongeait. Dans ces nuits agitées, des images de la fête interrompue, des visages souriants des Johnson dans sa piscine, lui revenaient en boucle. Elle sentait que sa seule solution pour reprendre le contrôle était radicale,
irrévocable. Pas de compromis, pas d'arrangement. C'est ainsi que, quelques jours plus tard, Caroline contacta une entreprise spécialisée en travaux de rénovation et leur passa une commande inattendue: remplir la piscine de béton, la sceller à jamais. Quand les ouvriers commencèrent leur travail, les rumeurs dans le quartier s'intensifièrent. Les regards se tournèrent vers la maison d'Evans, partagés entre curiosité et incompréhension. Quelques semaines plus tard, Marcus et Lisa apprirent ce qui s'était passé. En voyant des photos de la piscine maintenant figée sous une épaisse couche de béton, ils furent bouleversés. Pour eux, cette piscine n'était pas qu'un simple bassin d'eau. C'était un lieu où ils avaient essayé de construire des ponts, une chance symbolique de coexistence dans un quartier parfois froid et divisé. C'était aussi un espace d'enfance, de rire et de souvenirs qu'ils voulaient offrir à leurs enfants, un lieu de rassemblement où les barrières raciales auraient pu s'effacer. Voir la piscine détruite était plus qu'une défaite matérielle, c'était une blessure à leur dignité, un message clair: vous n'êtes pas les bienvenus ici. Marcus sentit une colère calme mais déterminée monter en lui. Il savait que céder n'était pas une option. Il ne pouvait pas laisser passer cette injustice, ce geste qui transcendait la simple propriété pour toucher à la discrimination. Déterminé, Marcus contacta Jenna Parker, une avocate renommée dans la défense des droits civiques. Jenna, une femme d'une quarantaine d'années, avait grandi dans une famille engagée dans la lutte contre le racisme institutionnel. Elle était connue pour son énergie infatigable et sa détermination à faire changer les choses. En écoutant Marcus raconter les faits, Jenna comprit rapidement que cette affaire n'était pas une simple querelle de voisinage. C'était une manifestation concrète des tensions raciales persistantes dans la société, une injustice cachée sous un conflit domestique. L'équipe juridique qu'elle constitua examina en détail les réglementations locales. Caroline Evans avait violé les règles d'urbanisme en détruisant une installation sans permis, ce qui, en soi, était un délit administratif. Mais plus encore, ils avaient des preuves que la décision de cimenter la piscine n'était pas motivée par des raisons pratiques ou économiques, mais par une volonté délibérée d'exclure la famille Johnson, ce qui constituait une infraction civile grave, liée à une discrimination raciale manifeste. Jenna encouragea Marcus à rassembler des témoignages, des preuves de l'histoire du quartier et de l'attitude de Caroline envers eux. Ils documentèrent les incidents, les remarques et les comportements hostiles. Au-delà de la piscine, cette bataille juridique allait devenir une lutte symbolique pour la justice, pour le respect et pour la reconnaissance des droits fondamentaux. Marcus, Lisa et leurs enfants se sentaient désormais engagés dans quelque chose de plus grand que leur maison ou leur piscine. Ils étaient la voix de ceux qui, souvent, étaient réduits au silence. L'affaire ne tarda pas à faire grand bruit dans le quartier, puis au-delà. Les médias locaux s'emparèrent de l'histoire, fascinés par ce conflit qui semblait à la fois intime et emblématique des divisions encore bien présentes dans la société américaine. Le procès se déroula dans une salle d'audience tendue, où chaque mot prononcé portait le poids de plusieurs générations de frustration et de combat. Caroline Evans, campée sur ses positions, défendit avec véhémence son droit de propriétaire. Pour elle, la piscine était un bien personnel, un espace privé qu'elle avait tout à fait le droit de protéger à sa manière, fût-elle radicale. Mais le tribunal n'était pas seulement un lieu de débat juridique, il devint le théâtre d'une révélation. Plusieurs voisins, jusque-là discrets, prirent la parole pour dénoncer le comportement hostile et les remarques racistes de Caroline. Certains témoignèrent avoir entendu ces plaintes acerbes sur la présence des Johnson dans le quartier, d'autres évoquèrent ces tentatives répétées d'isoler la famille, créant un climat d'hostilité. Quand vint le tour de Marcus Johnson, il entra dans la salle d'audience avec calme et dignité. Il parla avec une voix posée, mais ferme, des valeurs qui guidaient sa famille: la tolérance, le respect mutuel, l'importance de construire des ponts entre les communautés. Cette piscine n'était pas juste de l'eau et du béton pour nous, déclara-t-il devant le juge. C'était un espace où nos enfants pouvaient rire ensemble, où les différences s'effaçaient, où la coexistence devenait possible. Quand elle a été détruite, c'est toute notre communauté qui a été blessée. Son discours toucha bien au-delà des murs de la salle d'audience. Pour beaucoup, Marcus incarnait la voix d'une génération aspirant à dépasser les vieux clivages. Le juge, un homme expérimenté et respecté, prit le temps d'écouter attentivement tous les arguments. Conscient de la gravité des faits, il reconnut que Caroline avait enfreint la loi en détruisant la piscine sans permis, et que son geste s'inscrivait dans une dynamique discriminatoire qu'il ne pouvait tolérer. La sentence fut claire. Caroline devait non seulement verser des réparations financières à Marcus et à sa famille, mais aussi suivre une formation obligatoire sur la lutte contre les discriminations et les préjugés. Au début,
Caroline accueillit cette obligation avec rancune et réticence. Mais les rencontres imposées lors de sa formation allaient peu à peu ébranler ses certitudes. En échangeant avec d'autres participants, en écoutant des témoignages vécus et en confrontant ses propres préjugés, elle commença à comprendre l'impact profond de ses actes. Petit à petit, l'image de ses voisins changea dans son esprit. La peur et la méfiance firent place à une forme de reconnaissance, difficile mais sincère. De leur côté, Marcus et Lisa, forts de cette victoire, voulurent transformer cette épreuve en une occasion de rassemblement. Ils décidèrent d'organiser une grande fête de quartier, un événement festif et inclusif, symbole de réconciliation et d'espoir. Ils firent restaurer la piscine, cette fois-ci en s'assurant que tout soit conforme aux normes et ouvert à tous les voisins, sans distinction. L'invitation fut envoyée à chacun, y compris à Caroline. Cette dernière, malgré ses hésitations, accepta finalement de participer. Ce jour-là, la piscine devint plus qu'un simple bassin d'eau. Elle fut le miroir d'une nouvelle ère, celle d'une communauté capable de dépasser ses blessures, de célébrer la diversité et de bâtir ensemble. Ce qui avait commencé comme une simple querelle autour d'une piscine s'était transformé en une puissante leçon d'humanité. Charleston n'était plus seulement un lieu de séparation, mais un exemple, modeste mais inspirant, de coexistence possible. Marcus, Lisa, Caroline et tous leurs voisins avaient appris que derrière les murs et les barrières, il y avait avant tout des êtres humains, avec leurs espoirs, leurs peurs et leur capacité à changer.